Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes sur la voie de la voix. Permettez-moi de vous saluer bien fort. Ça fait un petit moment qu'on s'est revu sur justement notre page Facebook euh, pour pouvoir parler en- avec nos internautes. Et ce soir, j'avais sollicité deux personnalités. Euh, Deux anciennes personnalités qui se sont présentées aux élections présidentielles. Et j'ai souhaité effectivement leur poser quelques questions. La semaine dernière, nous avons parlé avec un nouveau député et un ancien député. Donc j'avais envie de marquer le coup ce soir avec euh, deux anciens candidats aux élections présidentielles. Donc, si vous êtes avec nous, merci de partager. Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Faites-moi signe si vous voyez bien. Si c'est le cas, merci de me faire des thumbs up. Merci de me faire un feedback. Euh, Ce soir, nous voulons poser des questions à deux personnalités concernant l'actualité qui se passe, notamment euh, chez nous au Gabon, particulièrement parce que les faits sont historiques et je pense qu'il est nécessaire que nous puissions parler avec ceux qui ont la possibilité de pouvoir répondre à des questions, parce que cela nous concerne bien évidemment tous. Si vous êtes avec nous, merci de signaler euh, nos invités, Monsieur Jean Donga, Monsieur le docteur Jean Delors Biogué, Biogué Bitougou, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai pas de mainmise. S'il vous plaît, merci beaucoup de me faire un retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci à l'équipe de faire le nécessaire, s'il vous plaît. Merci. J'ai Monsieur Jean Donga qui est déjà présent, qui je fais directement rentrer sur sur notre live. Euh, je me permets de pouvoir jouer parce que on est parfois mieux servi que par soi-même et c'est toujours intéressant de pouvoir fonctionner de la sorte. Euh, yes, on attend la. Merci, bonsoir, Président, comment allez-vous? Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup Et d'avoir vous m'entendez? accepté encore notre. Oui, je vous entends parfaitement. Et je vais faire entrer notre deuxième invité pour que nous puissions avancer le plus rapidement possible. Comment allez-vous, Président? Vous m'entendez? Ça, ça, Moi, ça va, merci. je vous entends parfaitement bien. J'attends juste que Vous notre m'entendez pas? deuxième. Si, je vous entends parfaitement. Notre deuxième invité Ah, d'accord, vient. ok. Oh, great. Ah, voilà. Bonjour, bonjour, docteur. Je dirais bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, bonsoir, et vous-même? Super, je vais super bien. Je vous remercie D'accord. encore d'avoir accepté à vous, personnalité, de pouvoir nous parler et naturellement parler aussi aux jeunes Gabonais ou au peuple gabonais ou au peuple africain qui vont avoir l'opportunité d'entendre ce que vous pensez, ce que vous voyez et naturellement ce que vous appréciez. Et c'est aussi là le but de notre émission, de pouvoir permettre à ceux que nous puissions être un petit peu dans le partage et particulièrement de permettre à ceux que nous ayons un changement de mindset. Est-ce que je peux vous saluer encore une fois pour vous dire merci d'avoir accepté notre invitation? Naturellement, nous sommes également honorés Merci. du fait que vous ayez pensé à nous. Oui, exactement, docteur, parce que je voulais. Oh, notre deuxième invité est parti, donc j'espère qu'il va revenir. Je voulais mettre beaucoup plus l'emphase ce soir pour permettre à ceux qu'on fasse un petit peu un check-up, comme on dit, par rapport à ce qui s'est passé aux élections présidentielles, après les élections présidentielles
et justement à ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays et par rapport au leadership que vous voyez, que vous pensez, je voudrais avoir en gros votre appréciation. Mais que cela ne tienne, je voulais permettre à ce que notre deuxième invité soit là, mais malheureusement il s'est déconnecté, donc on va attendre en permettant à ce que vous vous présentiez qui est le docteur euh, Jean-Delors Biyogué. Pas grand-chose, si ce n'est un citoyen gabonais. Donc, je suis politologue et économiste de formation. Et donc, D'accord. j'ai particulièrement, disons, beaucoup plus exercé mon activité professionnelle au sein des agences du système des Nations Unies. J'ai travaillé au PNUD comme coordonnateur de programme et ensuite au Bureau des Nations Unies au Gabon comme spécialiste chargé de la coordination du système des Nations Unies. Je suis par ailleurs enseignant et chercheur et donc j'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur des questions de transformation des conflits et de sécurité, de paix et de sécurité au niveau de l'Afrique. Et je suis également Yep. expert dans tout ce qui concerne la gouvernance mondiale. Donc j'ai été, comme vous le savez, candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Donc voilà succinctement ce que je peux dire sur moi. Écoutez, je voulais vraiment prendre encore un peu plus de temps sur vous, mais pour permettre à ceux qu'on dégrossisse naturellement, euh, bien entendu, sachant que vous êtes, euh, vous êtes une personnalité euh, et vous avez effectivement différents manteaux et on vous appelle docteur, vous êtes aussi un enseignant, vous êtes un chercheur, mais que cela ne tienne, je veux profiter de cette opportunité parce qu'on est sur votre portrait, on est sur votre profil. Comment est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé dernièrement dans notre nation concernant le changement de leadership? Alors, j'ai, euh, je dois avouer que dans un premier temps, j'étais un tout petit peu perdu parce que les deux proclamations se sont suivies en intervalle de moins d'une heure. À Yeah. peine venions-nous d'assister à la proclamation des résultats à la façon du système qui était en place, que tout de Mhm. suite après, on nous annonce le coup d'État. Donc, il y a eu deux chocs vécus différemment. Le premier, c'était naturellement la tristesse et le deuxième a sonné comme une lueur d'espoir parce que lorsque je suis allé à cette élection présidentielle, c'était justement parce que je croyais qu'il était grand temps que le Gabon change de main, que nous passions à autre chose, même si la puissance de la conviction était là, mais nous savions également que la machine du PDG se laisse difficilement gagner. Mhm. Donc, lorsque les militaires fassent leur irruption dans l'espace politique, en venant tout justement intervenir pour stopper le processus que le PDG était en train de déployer, ça sonnait dans nos oreilles comme une lueur d'espoir. Et comme nous le savons, le règne des militaires n'est jamais appelé à durer. Donc, nous savions nécessairement qu'on doit arriver à organiser une meilleure élection qui respecte la volonté du peuple. Donc, c'est avec cet optimisme que j'ai donc accueilli cet événement. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que on peut considérer, comme vous vous dites spécialiste des affaires de la cité, passez-moi l'expression pour simplement permettre à ce que tout le monde puisse être dans la bonne compréhension. euh, Quel est votre point de vue? Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est une révolution de palais? Est-ce que c'est une autre forme de révolution sociétale? Alors, je ne saurais véritablement classer ce qui se fait avec les mots que tout le monde connaît. Parce que
dès le départ, sur la forme, c'est un coup d'État. Dans les faits qui ont suivi, c'est un coup de libération pour les Gabonais, parce que nous sortons quand même là d'un système, du moins des 14 dernières années, qui était difficile. Difficile parce qu'il a instauré un système autoritaire. Et si au moins cet autoritarisme s'accompagnait d'une sorte de politique de développement du pays allant dans le sens de la satisfaction de la demande des masses, on aurait pu se dire qu'il y a au moins une raison d'être consolé. Donc, immédiatement, nous avons perçu cela comme étant une libération. Et maintenant, nous sommes en train d'expérimenter une autre qualification de ce qui se passe parce que lorsque il y a eu la rupture, nous nous attendons nécessairement à ce qu'il y ait des grands signes qui manifestent qu'il y a un changement qui suit cette rupture avec complètement une différenciation des pratiques dans la gestion de la cité. Et c'est ce que nous attendons. Je suis toujours en attente de permettre de croire que notre deuxième invité va pouvoir rentrer dans le live parce qu'il a apparemment quelques complications. Mais je vais poursuivre avec vous et je vais vous poser tout de même cette question. Parce que si aujourd'hui on parle de restauration, si aujourd'hui on parle d'institutions renouvelées ou transformées, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que spécialiste, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant de la chose publique et de la chose de la cité, est-ce que vous pouvez imaginer ou nous dire, selon vous, si il y a effectivement une crise sociétale? Forcément, puisqu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel, si contestable soit-elle, soit-il plutôt futile. Donc, il y a nécessairement une crise. Et cette crise est manifestée justement par la présence des militaires dans la sphère politique, ce qui est tout à fait inhabituel et ce qui n'est pas normal. Nous ne sortirons de cette situation de crise que lorsque l'on aurait organisé des élections et remis le pouvoir entre les mains des civils. Maintenant, faille-t-il considérer que ce qui se passe actuellement est, comment dirais-je, inacceptable, c'est-à-dire qu'il y ait les militaires en train d'exercer le pouvoir politique? Non, c'est tout à fait normal puisque nous sommes dans une logique post-coup d'État ou coup de libération qui nécessite qu'il y ait un processus qui se construit pour pouvoir permettre au retour à l'ordre constitutionnel. Mais crise, oui, tant que nous serons en situation exceptionnelle, caractérisée par la présence des militaires au sommet de l'État, il y a crise. Mais est-ce qu'il y a danger? Non, il n'y a pas de danger parce que ce qui se dessine devant nous, ce que semblent faire les militaires, va encore dans le sens des attentes d'une grande partie du peuple, même si il y a des réserves à émettre sur certains points et des points de vue divergents sur d'autres. Monsieur, j'allais dire docteur parce que je vais rester sur le titre et parce que c'est le vôtre. Permettez-moi de pouvoir instruire la masse. Vous savez, tout le monde n'a pas le niveau de compréhension et de regard sur ce qui se passe dans notre pays, ou du moins ce qui se passe dans la sous-région africaine, sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à la prise de ce pouvoir ou au renversement du pouvoir qui était actuel, c'était une bonne chose de résolution de ce qui se passait dans le temps? Absolument, parce que nous avons expérimenté les tentatives d'aboutissement à une alternance politique par les voies démocratiques, ce qui n'a pas été possible. La voie démocratique a toujours été obstruée par les pratiques de fraude développées massivement par le régime en place. Donc nous avons vécu cette période de 50 ans et cela s'est accentué à partir des années 90. Nous savons très bien que le prédécesseur d'Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné l'élection en 1993, mais il a maintenu le pouvoir. Nous savons très bien que Pierre Mamboundou
avait gagné en 1998, mais il n'a pas pu accéder au pouvoir. Bon, 2005, on peut trouver des circonstances atténuantes, mais nous savons également qu'en 2009, Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, le pays n'a pas changé de main, et pire encore en 2016. Donc, l'incapacité du pays à connaître une alternance par la voie démocratique, qui passait désormais aux yeux des populations comme étant une espèce d'enfermement dans une approche dictatoriale qui ne disait pas son nom et qui faisait fi de tout le principe de la séparation des pouvoirs, de l'état de droit et des aspirations d'un grand nombre à un changement, lorsque ce changement vous est apporté alors que vous ne vous y attendiez pas, et on prend nécessairement, on juge que ce coup d'État a été nécessaire. C'est pour cela que bon nombre de Gabonais sont d'accord pour dire que c'est véritablement un coup de libération. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment allons-nous gérer et comment sommes-nous en train de gérer cet héritage? Et c'est là où nous ne devons pas transformer cette opportunité en cauchemar. Et nous devons donc tous nous battre pour que cette opportunité, cette chance ne se transforme pas en cauchemar. Sinon, le renversement du pouvoir en place jusqu'à la nuit du 30 a été nécessaire, je dirais même plus que nécessaire, pour le peuple gabonais et pour le pays tout entier. Merci beaucoup. Je suis toujours impatient de permettre à ce que notre deuxième invité puisse rentrer dans le live. Tout à l'heure, il est bien rentré, donc nous allons profiter, pendant qu'il n'est pas là, de faire l'actualité et nous allons tourner sur nos 3 axes. Et nous allons avoir 50 minutes, grosso modo, de pouvoir échanger ce soir. Il était majeur de pouvoir présenter le cadre de notre formule ce soir, pour permettre à ce que tout le monde puisse comprendre. Docteur, aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'il y a une libération d'une force ou d'une forme de gestion de la cité à une poignée de main ferme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, pour parler de l'actualité, vous avez vu comme moi certaines personnalités être gardées à vue chez elles, d'autres emmenées en prison pour ne toucher que cet aspect d'actualité. Nous avons vu le fils du président déchu, si on peut utiliser ce terme, qui, lui, est tout de suite incarcéré. On a retrouvé des sommes d'argent faramineuses dans certains domiciles de ces personnalités. Et nous avons dernièrement vu la première dame de la nation gabonaise être mise en état d'arrêt. Quelle est votre appréciation en tant qu'homme de la cité? Très bien. Vous faites bien de noter toutes ces différenciations de traitement en matière d'administration de la justice et des poursuites judiciaires. Les juristes sont mieux placés que moi pour parler de la notion de flagrance. Il y en a qui ont été pris en flagrant délit d'infraction, détournement massif des fonds publics. Cela ne nécessitait pas que l'on aille de midi à 14 heures. Et cela a fait en sorte que ces personnes soient directement placées, mises en détention provisoire. C'est le cas donc de certains comme Noureddine Bongo, son directeur de cabinet, et de bien d'autres. Celles qui ont été mises en résidence surveillée, c'est celles sur qui planait encore le bénéfice du doute en attendant que les enquêtes suivent leur cours. Et une fois que certains éléments de l'enquête ont établi leur culpabilité, alors quelques procès ont été organisés à l'instar du procès de l'ex-première dame. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les putschistes, si je peux ainsi m'exprimer, c'est la qualification puisqu'on est dans un cadre anticonstitutionnel, mais les libérateurs, pour d'autres, ont essayé de respecter la dignité de chacun en ne les humiliant pas et en faisant en sorte que le traitement judiciaire qui leur était infligé ou qui était appliqué sur eux respecte un tant soit peu les droits de l'homme parce que eux-mêmes, ils ont mis
mis au préambule de la charte de la transition la déclaration, un certain nombre de principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ils se sont donc pliés à l'exercice d'essayer de respecter ces principes pour que les procès soient équitables. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, parce que je vous pose la question parce que vous étiez candidat aux élections présidentielles et je crois qu'à travers votre candidature, vous avez un projet sur la question de la justice et la forme de l'application de cette institution. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, en tant qu'ancien candidat, en tant que docteur, en tant que chercheur aussi, et quelle est pour vous la bonne façon, même si c'est pas certainement votre secteur, mais on se pose la question, est-ce que il y a une application deux poids deux mesures pour certaines personnes ou on doit appliquer simplement la loi à travers toutes les personnes qui ont eu en charge la gestion des affaires des biens publics? En principe, on ne devrait pas donner l'impression de s'en prendre à une catégorie ni à certains. Parce que lorsque les militaires ou les forces de défense et de sécurité appellent leur groupe de comité pour la transition et la restauration des institutions. La restauration des institutions veut dire qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel global, généralisé, qui peut être du fait des acteurs. Et il n'y a pas que les acteurs qui sont actuellement aux arrêts qui ont animé ce système. Il y a eu bien d'autres acteurs qui également nécessitent que l'on s'attache, que l'on s'intéresse à leur cas. C'est-à-dire tous ceux qui ont géré le pays ces 30 dernières années, ou alors pour être plus proche, ces 15 dernières années. Et là, on aura véritablement affaire à une justice juste et équitable. Mais on essaye d'accorder le bénéfice du doute à ceux qui sont en train d'administrer cette justice. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de considérations. La première considération en matière d'instruction, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la flagrance, ceux qui ont été pris en flagrant délit. Et vous voyez que les charges qui sont retenues contre eux ne sont pas les charges qui peuvent être étalées dans le temps. Ça ressemble à des charges ponctuelles, détournement massif des fonds publics, et on trouve des milliards chez eux. Trafic des résultats des élections, ça a été le cas, etc. Maintenant, pour ce qui concerne les enquêtes de fond, pour voir la responsabilité des uns et des autres et qui nécessitent des enquêtes plus longues pour qu'on ne se retrouve pas dans le tout justice. Et là, je veux dire, la prudence des autorités de fait au Gabon est de mise. Seulement, ils doivent pouvoir communiquer sur le calendrier des poursuites judiciaires qu'ils ont mis en place parce qu'aujourd'hui, une grande partie de l'opinion publique a l'impression que certains sont complètement laissés sans inquiétude pendant que l'on poursuit les autres. Donc, il faut que l'on puisse établir au moins des enquêtes judiciaires, au moins des auditions de toutes les personnes qui sont dans la chaîne qui ont contribué au dysfonctionnement institutionnel que nous avons. Si il est établi que Noureddin Bongo et ses compagnons, incluant sa maman, ont détourné massivement les fonds publics, c'est que ceux qui détiennent la clé du trésor ont été au courant, n'ont pas dénoncé. Donc, il y a eu une participation quelque part. Donc, on ne doit pas simplement s'arrêter à ceux bénéficiaires au bout, mais à ceux qui ont facilité et favorisé qu'il y ait ces détournements massifs. Donc, on doit pouvoir le voir. Il y a eu les dysfonctionnements institutionnels qui ont eu des répercussions sur la qualité des élections que nous avons organisées, particulièrement en 2009 et en 2016, où il y a eu des Gabonais, le sang des Gabonais qui a coulé. Si on veut une justice,
réparatrice. On doit pouvoir également regarder qui sont les responsables du sang des Gabonais qui a coulé dans les contextes politiques en 2009, en 2016. Donc, si on sélectionne en se fondant uniquement sur la flagrance, on n'est pas dans une justice réconciliatrice, ni même dans une justice qui nous sort de l'impunité. On peut arriver à des situations qui vont ressembler au règlement de compte. Et de ce fait, peut-être pour alerter les autorités de la transition, parce que s'il faut aider à administrer cette justice, le président de la transition lui-même a dit avoir été humilié à plusieurs reprises par le fils du président, de l'ancien président. Donc, pour beaucoup de Gabonais, le fait de voir derrière les barreaux le fils du président, cela peut, de l'ancien président, cela peut être interprété comme étant une manière de rendre compte à celui qui l'a humilié à plusieurs reprises pendant qu'il était aux affaires. Donc, il y a la nécessité à ce niveau d'être véritablement juste et de considérer que cette justice doit s'appliquer à tous, y compris à certains qui sont même revenus aux affaires. C'est un sujet hyper important et je dirais même majeur parce que si on veut parler de restitution, si on veut parler de restauration de nos institutions et qu'à un moment donné, on tire la couverture d'un moment d'un côté et de l'autre, parce que vous avez soulevé certains faits. Vous avez dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai cité, c'est le président actuel de la transition qui dit qu'il a été malmené par effectivement certaines personnalités, notamment le fils du président, par rapport à l'exercice de ses fonctions en tant qu'homme. Mais vous avez souligné un point qui m'intéresse. Vous avez souligné les faits qui se sont passés pendant les dernières élections. Si on remet la justice dans l'équité, dans la droiture de ce qu'elle est capable de pouvoir faire avec les institutions et les hommes, c'est toujours une histoire des hommes, bien évidemment, mais est-ce que là, on peut dire que tout le monde un peu est reprochable parce que qui était aux affaires, qui donnait il y avait des officiers, il y avait des exécutants qui ont pris la responsabilité de sortir, de tirer, comme on dit, sur la foule. Ça peut aller très loin. Est-ce que là, en somme, ma question, est-ce que là, en somme, on peut dire que c'est une histoire de justice de vengeance ou de représailles? Ce serait trop tôt de le considérer ainsi. Je pense que si la transition a agencé dans le temps les poursuites judiciaires en fonction des catégories et des situations, on peut se dire, bon, on va voir ce qui va se passer dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, pour voir si véritablement les autres acteurs de la situation de délabrement de notre pays qui a conduit au coup d'État ne sont pas inquiétés. Donc, je continue à considérer qu'ils ont peut-être les forces de défense et de sécurité qui gèrent le pays, ont certainement un calendrier qu'ils vont exécuter. Et aussi la mobilisation des citoyens, parce que nous voyons des citoyens qui ont porté plainte contre la première dame, par exemple. C'est ainsi qu'on peut voir les citoyens porter plainte contre ceux qui étaient en exercice dans les forces armées au moment où on a tué les gens dans le QG de Jamping en 2016. C'est ainsi également qu'on peut voir tous ceux qui étaient impliqués dans le processus de proclamation de faux résultats et qui ont légitimé un système qui ne devait pas l'être. Donc, je pense que graduellement, j'ose croire que les choses vont se faire progressivement et que la justice sera véritablement faite. Parce que nous sommes dans un processus, les militaires ont dit restauration. Moi, j'aurais dit reconstruction. Et cette reconstruction est plus globale. Elle ne regarde pas seulement les institutions, elle regarde tout le fonctionnement de l'ordre social et sociétal. Il y a les questions qui se posent au sein des entreprises où les Gabonais sont maltraités, où le droit du travail n'est pas appliqué. Il y a les situations des personnes qui travaillent depuis 30 ans et qui n'ont jamais eu une promotion.
Il y a des situations des personnes qui ont fait l'objet d'une mauvaise administration de la justice pour des histoires de terrain, pour des histoires de divorce, pour des histoires de ceci. D'autres qui ont été abusés par l'administration même dans l'exercice de leurs fonctions et dont le cas, les problèmes n'ont pas, le problème n'est pas très d'autres qu'on a expropriés, etc. Et il y a des problèmes partout, dans l'enseignement, la manière dont les Gabonais meurent dans les hôpitaux sans que les médecins n'aient à justifier les décès. My Le taux God. de mortalité qui est élevé. Dans les autres pays, lorsque un malade décède dans un hôpital, il y a toute une réunion qui se fait pour établir les conditions dans lesquelles cette personne a perdu la vie, parce que, Exactement. en réalité, même si le médecin ne peut pas faire des miracles, mais la mort doit quand même être considérée comme une situation exceptionnelle dans une structure hospitalière, parce que la priorité des médecins, c'est de pouvoir sauver la vie. Mais quand les gens meurent dans les urgences, parce qu'on dit tu n'as pas de compresse, tu attends, etc. Donc c'est de la responsabilité aussi de ceux qui... Donc il y a plusieurs blessures dans le tissu social qui auraient pu être examinées pour véritablement redémarrer sur la base d'un nouveau contrat social. Et tant que ces frustrations vont demeurer, comment voyez-vous qu'un enfant à l'université Omar Bongo passe 10 ans entre la première année et seulement le Master 2, 10 ans, qui est une année requis, le nombre d'années qu'il faut pour soutenir une thèse et passer plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Si nous prenons les choses à la légère, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons de ne pas tirer beaucoup, grandement profit de l'opération de libération et de cette transition que nous sommes en train de vivre. Et donc, il faut aller en profondeur des choses si nous voulons rétablir un ordre juste. Docteur, je suis totalement d'accord avec vous et je profite de cette opportunité pour dire que nous avons prévu en principe une autre personnalité qui, malheureusement, qui n'arrive pas à rentrer dans le live. Pourtant, elle était dans le live. C'est un ancien candidat aussi aux élections présidentielles. Nous sommes désolés pour ce désagrément, désolés pour c'est aussi ça les aléas de la nouvelle technologie. On peut surfer dessus, mais on n'a pas forcément le bon bistouri pour pouvoir disséquer comment on peut le gérer en temps réel. Donc, nous pouvons nous adapter que sur cette dynamique. Donc, Monsieur Donga, si vous pouvez éteindre votre téléphone ou votre laptop pour qu'il s'actualise et pour que vous puissiez revenir sur le live, tentez sans cesse. Nous vous attendons. Vous êtes toujours la bienvenue. Docteur, je voudrais revenir sur mon dernier point au niveau de l'actualité, les nominations, particulièrement au niveau des 3 institutions majeures de notre nation. Je voudrais qu'on survole ce point-là parce que c'est le cas du plan de match, je pense, du leadership actuel, en nommant effectivement les nouvelles têtes suite à ces institutions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces nominations? Les nominations sont un processus normal pour faire avancer l'appareil. Dans le fait en lui-même ne pose aucun souci parce que le pouvoir en place a besoin de s'entourer d'individus qui l'aident à atteindre ses objectifs quand ils sont bien définis. Ce qui peut être gênant dans les nominations, c'est de se dire nous sommes en situation d'urgence exceptionnelle et que nous nous comportions comme si nous étions en situation normale. J'ai vu les nominations de l'Union de ce jour, comme j'ai vu d'autres par le passé, c'est trop de personnes qu'on appelle en en situation exceptionnelle, de venir participer à la construction du pays, alors que l'heure est à une sélection qui doit permettre d'aller droit vers l'essentiel, parce que les nominations que nous voyons ressemblent un tout petit peu à un système qui a un début de mandat. Comme si nous sortons d'une élection normale et que nous avions un mandat de 5 ou 7 ans devant nous et que nous devons construire. Non, les nominations doivent être axées sur les objectifs de la transition.
Et à partir de cet instant, on choisit des personnes qui sont capables d'apporter leur expertise dans l'identification, dans le diagnostic institutionnel, puisqu'il s'agit de la restauration des institutions. Donc, d'avancer le processus de révision de la Constitution, de élaboration d'une nouvelle loi électorale et de regarder, c'est pour cela que je disais, dans le temps, la circonstance que nous vivons, le mot restauration ne suffit pas. C'est la reconstruction, parce que nous avons des problèmes essentiels. Et moi, je dois vous dire une chose, de ma mémoire de politologue et d'économiste, je ne trouve aucune faiblesse majeure dans nos textes qui régissent le système de fonctionnement de notre administration. Je ne trouve que quelques 2 ou 3 défauts dans les institutions majeures. Quelles sont ces institutions majeures? La Cour constitutionnelle. On doit absolument changer les modalités de nomination des 9 juges de la Cour constitutionnelle parce que leurs modalités de nomination actuelles ne sont pas de nature à leur permettre d'exercer leurs fonctions dans la neutralité. Ça, à partir de cet instant où on touche à cette institution, qui est la clé de voûte de toutes les institutions, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait une espèce de justice républicaine. Je vais en dire autant du corps de la magistrature, le pouvoir judiciaire, qui a un rôle important dans le cadre de l'état de droit. On doit également revoir les modalités de nomination des juges. Les juges doivent être nommés par leur pairs pour être libérés de la tutelle du président de la République qui nomme le haut magistrat. Et comment voulez-vous que la justice soit appliquée si on est, lorsqu'il est les proches de celui qui nous a nommés sont incriminés? Donc, il y a rien que ces quelques points, et cela ne nécessite pas 2 années de réflexion. Les vrais problèmes qui doivent concerner l'avenir de notre pays, c'est pour cela que je me martèle en disant la reconstruction, sont dans les secteurs économiques. J'ai effleuré tout à l'heure le secteur de la santé. Comment se fait-il que moi, Gabonais, si éveillé que je puisse être, je ne connais pas le nombre de contrats pétroliers qu'il y a dans le secteur du pétrole, que je ne sache pas à quoi je devrais m'attendre, l'État gabonais doit s'attendre par rapport à tel ou tel contrat, que j'ignore les conditions d'attribution des concessions minières, etc., etc., et que les secteurs entiers soient restés jusqu'à présent dans l'exploitation illicite comme l'exploitation de l'or, et qu'il n'y ait pas de clarification dans l'exploitation du bois. Il y va de notre avenir. Et c'est la gestion rationnelle des secteurs qui permet de réserver une part pour les générations futures. Pour moi, ce sont les vrais problèmes qu'il faut traiter. Le problème n'est pas tant de la restauration des institutions, mais si on met les institutions, si vous voulez, on met une couche de peinture et que les secteurs sont défaillants, mais notre pays ne va pas avancer. Et surtout dans le contexte actuel où il y a une ruée vers l'Afrique, surtout les pays qui ont un potentiel économique énorme. Ce qui veut dire que les grandes puissances vont toujours nous imposer leur vue parce qu'il n'y a aucun contrôle, aucune vérification dans l'exploitation de nos secteurs économiques. Donc, nous devons nous entendre et supplier l'équipe de la transition à élargir un tout petit peu, un tant soit peu, leurs aspirations et leurs ambitions de restauration du pays parce qu'il y a de vrais problèmes à ce niveau également. Merci, docteur. Je réitère ma demande et particulièrement sur ce format. Vous avez la possibilité de faire la demande pour entrer dans le live, pour pouvoir venir poser votre question et à la fois sortir du live pour entendre la réponse. Donc, c'est une parenthèse que je voulais mettre. Vous avez la possibilité, que vous soyez membre aujourd'hui ou nommé au leadership de la transition, vous pouvez naturellement envoyer ce live à ceux qui dirigent. Il paraît, d'après ce que le président de la transition a dit, qu'il regarde ce qui se passe dans la toile. Et c'est pour ça que nous faisons aussi ces rencontres, parce que nous voulons apporter notre expertise, nous voulons donner notre point de vue
pouvoir permettre à ce que les mentalités changent. Le docteur l'a dit et nous allons revenir sur ce point. Docteur, vous avez dit que c'est la pièce maîtresse de ce qui est notre cité, la Cour constitutionnelle. En 3 points, par exemple, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir permettre à ce que cette institution soit, je dirais, patriotique? Il faut que la Cour constitutionnelle soit représentative, d'abord. Mais avant d'arriver à la représentativité, il faut que les juges de la Cour constitutionnelle soient désignés par leur pairs. Cela va garantir leur autonomie. Et deux, que l'on limite leur mandat dans le temps pour éviter qu'ils soient sous pression de l'exécutif. Qu'est-ce que j'entends par là? Si un juge est nommé pour 14 ans, il doit être sûr qu'il pleuve, qu'il neige, à moins qu'il ne fasse une faute grave, qu'il ne commette une faute grave, il peut être démis de ses fonctions. Mais tant qu'il il fera correctement son travail, il ne peut pas être démis de ses fonctions. Donc là, en encadrant, en sécurisant leurs fonctions, eh bien, on est sûr d'avoir peut-être une justice qui va s'appliquer parce qu'ils n'auront pas peur d'être chassés par celui qui les a nommés. Maintenant, la question de la représentativité, c'est qu'on n'est pas seulement au sein de la Cour, les juges. Il faut qu'on fasse appel aux sages. Qu'est-ce que j'entends par là? Tous ceux qui peuvent être considérés comme les forces vives de la nation. On a des acteurs religieux qui peuvent très bien être représentés à hauteur de 1% au sein de 10%, enfin un dixième au sein de la Cour constitutionnelle. On a les chefs coutumiers, puisque nous sommes dans le cadre africain où on reconnaît le rôle des relais communautaires, le rôle des relais, j'ai envie de dire, culturels. Donc tout ce monde a quelque chose à dire. La politisation extrême des postes au sein de ces instances, ou bien le respect strict de la corporation dans l'attribution des fonctions au sein de ces institutions ne nous a pas permis d'éviter les désastres que nous avons connus. Telles sont les propositions que je peux faire en ce qui concerne donc l'amélioration de l'efficacité de la Cour constitutionnelle, parce que tout est question ici de l'indépendance des juges, des membres de cette Cour. Tout est question ici de leur impartialité. Et tout est question ici d'une approche plus globale du traitement des questions de constitutionnalité dans notre pays, qui ne doivent pas seulement regarder les aspects judiciaires ou juridiques, mais qui doivent tenir compte également de la configuration sociale et culturelle de notre pays. Que je sache que lorsque un contentieux oppose un jeune élu à un élu un peu plus âgé, que je sache que la Cour, en matière d'égalité en termes de preuves de justice politique, etc., que l'on regarde quelle va être la position que la Cour va prendre vis-à-vis de l'ancien. Est-ce qu'il faut privilégier l'ancien ou au détriment du plus jeune en disant lui, il a le temps de revenir et que l'ancien, on ne va pas l'humilier devant les gens, etc. Ce sera l'appel l'inculturation de notre système. Et là, nous allons atteindre un niveau de justice constitutionnelle qui va être à peu près satisfaisant. C'est très pertinent la réflexion que vous émettez sur cette question. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Jean Donga, qui finalement est revenu nous retrouver sur le live, ancien candidat aux élections présidentielles. J'aime beaucoup la personnalité de ce monsieur parce que c'était quelqu'un sur qui beaucoup de gens ne connaissaient pas. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas, mais j'ai appris à découvrir l'homme, j'ai appris à découvrir la personnalité. J'ai envie d'entendre monsieur Jean Donga concernant ce qui s'est passé dans notre nation, la perception qu'il a pu ressentir avec la prise de pouvoir actuelle. Quelle est votre vision des faits concernant ce qui se passe dans notre nation, monsieur Jean Donga? Ben,
merci encore. Ça a été difficile. Je ne sais pas si vous m'entendez là. On vous entend très bien. D'accord, merci. J'ai dû suivre mon compatriote, docteur Jean Delors. Bon, je vous écoutais, je voyais vos visages, mais je ne pouvais pas entrer. Alors, comme il a dit mon compatriote, ça a été pour nous, ça a été pour moi une libération. C'est vrai qu'on a parlé du coup d'État, mais on avait besoin quand même de ce changement. Président, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez ajuster votre écran parce qu'on ne vous voit pas complètement? Je voudrais permettre quand même pour l'honneur et la grandeur que vous êtes, permettre à ce que votre visage soit en plein écran. Merci beaucoup. Ça va là. Ça va? C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, je disais que cet événement, pour moi ou pour nous, pour la plupart des Gabonais, ça a été plus comme une libération. Parce que mon père a existé sous le nom des Bongo. Moi, je suis né, je suis en train d'aller vers aussi, comment on appelle ça, notre dernière demeure. Bon, mais toujours avec les Bongo. Et ça a commencé par gêner un peu. Et je me dis que, quelle que soit votre compétence, quel que soit ce que vous avez fait, l'homme a quand même besoin d'un changement. A besoin d'un changement. Il est difficile pour nous de rester sur la même personne, sur la même famille, sur le même système. Ça devenait un peu agaçant. Donc, il fallait vraiment cette libération. Donc, c'est une libération et maintenant, nous observons un peu la suite, comme l'a développé mon confrère tout à l'heure. On observe un peu comment les choses s'articulent dans les actes qu'opposent les autorités actuelles. Voilà un peu ce que je peux. Mais président, moi je m'attends à un peu plus de l'homme Voilà. qui s'est présenté aux élections présidentielles. Au-delà de l'observation, qu'est-ce que demain, je pousse la réflexion, je pousse l'imagerie, je pousse même la prophétie, c'est moi qui le dis. Oui, demain vous rencontrez le chef de l'État et il vous pose la question, qu'est-ce que vous, en tant qu'ancien candidat de la République, vous pourriez apporter pour pouvoir permettre à ce que les choses aillent au mieux dans la cité? Qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, déjà avec les autorités actuelles, qu'est-ce que je peux apporter, c'est ça? Oui, c'est ça ma question. D'accord. Bon, mais c'est déjà les encourager à aller dans le bon sens. Moi, personnellement, je me suis donné un devoir de dire la vérité, c'est-à-dire qu'éviter qu'il y ait dérapage. Euh, nous les faisons confiance. Et puis, si nous constatons que ça prend une autre trajectoire, nous avons le devoir de les ramener sur le bon chemin parce que on a entendu leur discours, on a entendu leurs déclarations, ils sont venus pour la restitution des institutions, ils sont venus pour remettre les choses à plat. Donc, tous, nous voulons aller dans ce sens. Voilà, donc on suit pas à pas ce qu'ils posent comme acte, les actions qu'ils posent, les décisions qu'ils prennent. Vraiment, moi, personnellement, je les suis. Et puis, je ne me gênerai pas s'il y a une déviation de dire que là, nous sommes en train de faire fausse route. Voilà un peu la contribution. Et si possible, bon, nous sommes citoyens, nous sommes des Gabonais. Si on m'appelait à apporter ma contribution, je ne me gênerais pas à apporter le peu que je pourrais. Voilà. Ok, je vais être beaucoup plus précis dans ma demande concernant Monsieur Jean Donga. Monsieur Jean Donga, je prends un cas de figure concernant le fait de pouvoir servir la nation. Je prends le cas de pouvoir parler de l'équité. Je prends le cas de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a mis des gens en prison parce qu'ils avaient la responsabilité d'un certain département et il y a eu des détournements d'argent. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faites pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour vos arrière-petits-enfants. Et aujourd'hui, le pays est endetté. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir dire en tant qu'ancien candidat, en tant que père, en tant que grand-père, qu'est-ce que vous pouvez dire pour permettre à ce qu'on puisse récupérer
cet argent qui a été dépensé ou qui a été détourné? Quelle est la stratégie que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir aider les personnes aujourd'hui qui sont dans le leadership de restaurer nos institutions? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, ben c'est de faire confiance à la justice. Nous avons une justice parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas faire des enquêtes. Nous avons une justice. Nous faisons confiance à cette justice. Il y a certains qui sont arrêtés et nous pensons que d'autres vont l'être également, sans pourtant faire la chasse à la sorcière. Mais il faut ramener de l'ordre, il faut récupérer tout ce qui a été pris, il faut donner les moyens à notre justice, il faut leur donner cette liberté, cette marge de manœuvre pour pouvoir aller jusqu'au fond, jusqu'au bout de leur recherche, pour pouvoir arrêter les coupables. Voilà, c'est vraiment leur donner la possibilité vraiment d'aller au fond des choses. Il y a certains qui sont déjà arrêtés, il y a d'autres, il faut faire des recherches, il faut être sûr que la personne qu'on arrête est bel et bien coupable. Mais il faut que nous récupérons, il faut récupérer tout ce qui a été pris. Voilà. Je vous retourne la question, docteur. Aujourd'hui, faille-t-il qu'il faille arrêter des gens ou les garder en prison sur le fait qu'ils ont détourné énormément d'argent et puis que par la suite, nous ne récupérons pas cet argent? Et comment est-ce que c'est mieux la case prison ou c'est mieux un deal avec ces personnes pour pouvoir récupérer les fonds qui ont été détournés, pour pouvoir les récupérer et permettre de pouvoir faire ou tout simplement permettre à le pays, l'économie de pouvoir être réinjecter cet argent pour pouvoir résoudre les bon nombre de problèmes qu'il y a dans la cité. Qu'est-ce que vous pensez concernant ce point de vue? Alors, je pense que c'est une question difficile parce que je suis un partisan de la lutte contre l'impunité et en même temps, la réalité est que le droit n'admet pas une double peine. C'est-à-dire, s'ils sont en prison, on ne pourra plus demain leur demander de rembourser l'argent, alors que le pays a besoin de cet argent pour pouvoir fonctionner. Je crois qu'il faut plutôt aller privilégier l'approche de remboursement, de restitution de ce qu'on a volé à l'État et que l'État puisse récupérer tout ce qui a été construit, investi avec l'argent du crime, les immeubles qui ont construit à droite et à gauche, etc., dans le strict respect des normes requises pour pouvoir, pour éviter de transformer l'État en receleur ou en rapace, donc de suivre les règles du processus de restitution du bien, parce qu'il est clair que au regard des profils de tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est pour cela que je parlais de flagrance. On ne peut pas avoir moins de 30 ans, avoir une expérience professionnelle d'à peine 2 ans et demi et être milliardaire. Il y a un problème. Donc, à partir de ce moment, les enquêtes n'ont même pas besoin de perdurer dans le temps. Soit on a volé de l'argent de l'État, soit on a fait du trafic, etc. Ça, c'est clair. Donc, à partir de cet instant, c'est pour cela que je dis qu'il faut faire attention. Lorsque très tôt, nous sommes en train de dire pourquoi certains sont dehors et d'autres poursuivis, etc., il y a des preuves évidentes et des constats qui sont là pour les uns et pour d'autres, ce n'est pas évident et qui nécessitent des enquêtes plus approfondies pour pouvoir établir leur culpabilité. Bon, vous savez, le Congo-ça précède toujours une certaine vérité. Il y a qui se répand que certains sont en train de rembourser, donc ils sont en train de coopérer avec la justice, etc. À partir du moment où ils ont accepté de coopérer, ça ne sert plus à rien de pouvoir les mettre dans des procédures ouvertes à tous, puisqu'ils ont choisi le mot de restitution. Moi, je veux approfondir véritablement cette question parce que quelle est la stature d'une économie forte? Et je vous pose la question à mes deux invités. Quelle est la stature forte d'une nation? Est-ce que vous m'entendez? J'ai beaucoup parlé, donc je donne la priorité à mon homonyme Jean. Parfaitement.
Non, mais je dirais que, en fait, ce qui gêne dans une république, dans une nation, c'est de fonctionner hors normes. Quand on est sorti des normes d'une gouvernance, ça devient difficile. Pour avoir une économie forte, il y a bien, il faut de la transparence, il faut de la responsabilité, il y a des intelligences qui sont là pour pouvoir à produire ou à faire des bénéfices, à faire du profit. Donc, il y a toutes ces normes, tous ces principes qu'il faut mettre en pratique pour avoir une économie forte. Il faut encourager les uns les autres à investir, à travailler, développer le savoir-faire des autres. Bon, il y a tout un mécanisme pour pouvoir arriver à une économie forte. Donc, déjà, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que ramener les choses en place, ça nous amènera à avoir une économie forte. Récupérer tout ce qui a été pris, l'investir, savoir où investir, savoir négocier avec les partenaires. Bon, c'est vraiment un ensemble d'éléments, de mécanismes qui amènent le pays à une économie forte. Voilà un peu ce que je peux te dire comme ça. Peut-être que je reviendrai. Je viens poser un fondement concernant cette phase d'économie forte. Aujourd'hui, dans notre pays, est-ce que vous connaissez le taux de chômage pour la jeunesse en tant que candidat aux anciennes élections présidentielles? Est-ce que je peux avoir un chiffre, Président, s'il vous plaît? Bon. Ben, on a entendu dire qu'on tourne autour de 35 à 40% de chômage dans notre pays. OK. Docteur? Oui, le taux de chômage global, c'est 43%. Le taux de chômage de la jeunesse, c'est aussi, selon les chiffres là-bas de la Banque mondiale, aussi entre 36 et 39%. Le taux de chômage des jeunes. Hein. Mais le taux de chômage global, c'est 44%. OK. Je pose ce fondement. On a dit à la nation gabonaise, il y a encore quelque temps, de se serrer la ceinture parce qu'il nous manquait les finances. J'ai entendu et je me rappelle encore de ce discours du président qui dit qu'il va falloir qu'on serre davantage la ceinture, qu'on fasse un trou dans notre ceinture. Il y en a qui avaient déjà qui ne pouvaient plus faire de trou dans la ceinture. Et au regard de ça, dernièrement, on voit effectivement la saisie faramineuse, inexpliquée de certains montants d'argent. J'ai entendu à l'époque l'ancien président, l'ancien ministre, l'ancien premier ministre, donc Sima, dire on a vu certaines personnes, on a fait des saisies chez certaines personnes, et il était en train de faire un live qui disait qu'on ne sait pas où se trouve cet argent. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, hier, on n'était pas aux affaires, aujourd'hui, on est revenu dans les affaires. Mais moi, je vous pose la question parce que je vous vois, vous avez accepté de nous parler et je salue ça encore 1000 fois plus. Aujourd'hui, le taux de chômage est ahurissant dans notre nation. En tant qu'ancien candidat, avec l'argent qui a été détourné, quelles sont les stratégies de manière économique, je dirais même pratique, que vous pourrez donner à ceux aujourd'hui qui dirigent ou ceux qui sont nommés aujourd'hui dans la responsabilité de relever ou restaurer nos institutions? Je prends 3 stratégies de chacun de vous. Je commencerai par notre aîné, Monsieur le Président, Monsieur Jean Donga, éventuellement nous faire une proposition si c'est possible, pour permettre à ceux que nous évoluons dans notre échange ce soir. Bien. Moi, je voudrais aller de manière méthodique. Nous avons la grâce d'avoir un docteur, professeur, enseignant, donc qui sait un peu la méthodologie. Alors, c'est de un, récupérer ce qui a été soustrait, si vous voulez, des comptes publics, de la comptabilité publique, faire le point de cette masse que nous allons récupérer. Maintenant, le déployer, comment le déployer, il y a quand même des spécialistes qui sont là, mais moi, je pense qu'il faut essayer
essayer de voir au niveau déjà de nos administrations, est-ce qu'il n'y a plus de place? Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que les jeunes qui sont diplômés, qui attendent un premier emploi, est-ce que dans les administrations, bref, est-ce qu'il n'y a plus de place? S'il n'y a plus de place, on peut encadrer, on peut créer des fonds pour accompagner ces jeunes, ces compatriotes à se mettre dans le privé, c'est-à-dire que créer des entreprises personnelles, groupées, c'est-à-dire qu'on met des personnes ensemble. Je parle de manière très simple. Ceux qui veulent faire de la boulangerie, on les met 2, 3, 4, 5 personnes pour une boulangerie, on donne les moyens, on donne une petite formation ou une formation qui cadre bien avec leur activité, on leur donne de l'argent, en leur donnant la possibilité de rembourser de manière souple, on les accompagne pour que nous ayons à un moment donné une classe d'hommes d'affaires gabonais, hein, des hommes et des femmes. Donc, on peut créer cette tissu économique, hein, avec des compatriotes. Donc, l'État peut les accompagner dans la création d'emplois. Si on ne peut pas engager, si on ne peut pas les engager quelque part, on peut leur donner la possibilité de créer des structures de petites entreprises, ouais. PME. Voilà. Okay. Ça, c'est un peu la première option. D'accord. Docteur? Très bien. Alors, comme le disait mon homonyme et collègue candidat, il faut que l'on fasse une évaluation de ce qui a été récolté, parce que l'investissement dans tel ou tel secteur dépend du volume de la masse ramassée à droite et à gauche. Donc, si j'ai vu la dernière fois le président de la transition remettre un chèque de 7 milliards au Premier ministre pour le réinvestir dans le fonctionnement, dans plusieurs activités pour faire tourner le pays. Si c'est seulement 7 milliards, il est clair que les investissements vont être à la taille des 7 milliards, c'est-à-dire on peut facilement les affecter beaucoup plus dans les investissements support au développement économique. Qu'est-ce que j'entends par là? L'amélioration de la gouvernance du secteur public à travers la modernisation de notre administration, à travers l'équipement des administrations, à travers la construction des services sociaux de base pour permettre à une certaine égalité des chances et une certaine justice sociale au Gabon. Maintenant, si le volume de ce qui a été récolté dépasse les 100 milliards, 200 milliards, l'idéal serait que l'on investisse dans les infrastructures structurantes qui vont accélérer la transformation économique, particulièrement le désenclavement des localités du Gabon avec la question des routes qui freinent le développement. Je vous assure que si nous avons des routes qui sont bien élaborées et qui facilitent la liberté, la libre circulation des biens et des personnes, nous allons voir comment nos provinces, notre milieu rural va se transformer en pôle de développement économique. Parce que les populations qui vivent dans l'arrière-pays regorgent de dynamisme en matière agricole, en matière d'exploitation forestière, etc. Mais se trouve la question de la création de la richesse autour de leur activité parce qu'ils ne peuvent pas aller des lieux de production vers les lieux d'écoulement donc de leurs produits. Et si on a des infrastructures routières qui sont bien formées, nous avons le transport qui va se développer, nous avons l'économie en elle-même qui va se développer parce que chaque région pourra à juste titre exploiter son potentiel pour pouvoir aller vers les lieux d'écoulement. Et également, les échanges vont s'accélérer à l'intérieur du pays. Et donc, il y a comment dirais-je, la condition de l'utilisation de cet argent est liée au montant qui a pu être réclamé. C'est pour cela qu'il y a une transparence que nous exigeons. Il y a eu
un silence depuis pratiquement le 4 septembre ou le 7 septembre. On n'a plus une idée, une vue sur tout ce qui est rassemblé à droite et à gauche. Nous savons qu'on avait rassemblé 4 milliards ici, on a pris 7 milliards là, 10 milliards ici, etc. Mais combien finalement l'État a pu récolter auprès des détourneurs des fonds publics? Il y a aussi toute la question qui concerne la convertibilité des lingots d'or qui ont été trouvés dans les domiciles et qui ont un coût énorme et qui peuvent sérieusement financer une bonne partie de la restructuration de nos infrastructures routières ou des investissements tels que l'élargissement du système d'adduction d'eau potable dans nos villes pour permettre aux citoyens productifs d'être dans des conditions de produire. Il y a également la question du logement des fonctionnaires, du logement des personnes du troisième âge, dont il faut prendre en considération parce que le développement est une question globale qui ne doit pas être seulement vue du point de vue infrastructure et développement économique, il doit également être vu à la dimension du développement social et de la sécurité humaine. Donc, tels sont les axes d'articulation, ou du moins les secteurs d'investissement de tout ce qui a été récolté pour pouvoir lancer l'économie. J'aurai une deuxième proposition, puisque ici, il a été établi que les richesses de notre pays ont été exploitées de manière outrageuse, au point même que les réserves pour les générations futures sont compromises. Il n'y a pas eu l'approche développement durable dans l'exploitation de nos richesses. Si on a pu récolter de l'argent, pourquoi ne pas l'injecter dans le fonds des générations futures pour que cet argent travaille pour eux, de manière à ce que lorsqu'ils vont arriver, ils trouvent de quoi commencer à développer notre pays. Voilà, et puis la pertinente proposition qui a été faite par mon collègue tout à l'heure, c'est de pouvoir faire en sorte que cet argent serve à développer notre pays à travers le développement social. Nous avons aujourd'hui, l'État a certes essayé des initiatives comme la création des banques. On a eu la BGD, malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Cet argent aurait pu aussi servir à constituer ce fonds qui va financer les petits entrepreneurs pour faire éclore la classe moyenne qui soit axée sur l'entrepreneuriat, la création d'emplois et la création des champions locaux pour pouvoir faire en sorte qu'on ne parle pas seulement à l'international d'OIMA, qu'il y ait d'autres OIMA dans d'autres secteurs, que nous ayons nos Dangote, que nous ayons nos etc. Et nous savons très bien que le modèle nigérian a été une leçon à ce niveau-là, où l'État a favorisé l'éclosion d'hommes d'affaires qui font aujourd'hui la fierté du pays. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité de créer de cette manière une richesse partagée. Voilà, en gros, des propositions. Mais encore une fois, il faut que l'utilisation de cet argent remplisse les normes exigées de transparence et de processus de restitution du bien public à l'État. Donc, la transparence, la responsabilité et aussi la reddition des comptes. Je vous entends parler. Si vous me permettez. Allez-y, Président, allez-y. Merci. Alors, je rebondis un peu sur ce que vient de dire mon frère tout à l'heure. J'ai dit au début de mon intervention, je m'avais posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir? Et je disais que nous avons la responsabilité de leur dire la vérité, bien sûr, de manière assez sage, pour éviter qu'il y ait des dérapages. Et pour moi, je trouvais que c'était précipité déjà la distribution qui s'est faite la fois dernière en donnant au Premier ministre 5 et 7 milliards.
bon, je trouve ça un peu trop rapide parce que je pense qu'on n'a pas terminé de récupérer tout ce qui traîne. Et dans le jargon, je crois, des hommes de la loi, on crée un compte qu'on appelle compte séquestre, d'accord? Et puis là, on donne la responsabilité à la justice de faire son travail jusqu'au bout. Et quand elle aura terminé, on restitue les biens, c'est-à-dire que l'argent, les véhicules, tout ça, on remet à l'État. Et l'État va procéder à la redistribution, enfin bref, comme on l'a dit tout à l'heure, pour voir dans quel secteur on peut injecter cela. Mais si on va, comme je le constate maintenant, j'ai peur qu'on passe à côté, hein, qu'on passe à côté de ce que nous voulons faire. C'était un peu la petite remarque, bien rajout que je voudrais faire à la suite de cette manière de gérer tout ce que nous occupons à gauche, à droite. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Président. Merci, Docteur. Moi, je veux quand même vous rappeler que ce nouveau leadership est là en fonctionnement depuis seulement un mois. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé dans l'espace d'un mois et demi aujourd'hui à travers ce qui s'est passé dans notre nation. En rapport à 60 ans ou sinon plus de malversation, de mauvaise gestion. Donc, l'intérêt n'est pas de lyncher ou bien au contraire, c'est d'apporter des propositions et d'émettre tout simplement le débat. On a vu dans la nation s'élever certaines personnalités pour pouvoir décrier ce qui a été fait, être en désaccord avec ce qui a été fait, mais on a la chance aujourd'hui d'être un peuple de moins de 3 millions d'habitants. Et il y a le regard des autres pays autour de nous qui constatent que nous sommes riches, mais à la fois nous sommes hyper pauvres parce que nous avons une forme de gouvernance qui a été manipulée, tronquée. On a utilisé une forme de gestion qui était prioritaire à une poignée de personnes dans tout un pays. Et monsieur docteur a dit tantôt que on a même retrouvé des lingots d'or. Vous imaginez que dans notre pays, on ne sait pas que dans notre pays, on exploite l'or, on exploite le diamant. Et aujourd'hui, le Gabonais moyen arrive à vivre avec moins de 10 euros. Et c'est scandaleux de pouvoir imaginer que aujourd'hui, on peut enterrer quelqu'un parce qu'elle n'a pas mangé. On a une jeunesse qui aujourd'hui, qu'on a nourrie avec des espoirs et on a fait rentrer des drogues dans notre nation pour abrutir cette jeunesse et de pouvoir la contrôler. Aujourd'hui, on nous parle de restitution, on nous parle de changement de valeur de nos institutions. Est-ce qu'on va privilégier, on va encore tronquer cette nouvelle génération, cette nouvelle forme de gestion dans notre nation, dans notre pays, or qu'on a une jeunesse, on a une population qui est carrément plus que jeune, or qu'on a besoin de pouvoir recréer ce qu'on appelle l'unité. Et c'est ça que je pense que le nouveau leadership est en train de faire, de recréer, et ça on est tous conscients, on n'a jamais eu de problème d'insécurité dans notre nation, mais il y a effectivement des corps qu'on a retrouvés d'insécurité, on a des disparitions, on a des familles aujourd'hui encore qui n'arrivent pas à récupérer les corps de leurs membres de famille pour les enterrer dignement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander et vous poser la question, est-ce qu'il faille aller aussi vite? Est-ce qu'il faille pour autant trouver des solutions? Et quelles sont les solutions? Vous les avez proposées. On a le président, et je fais ce fait sur la table en disant que le président de la République de transition a fait savoir, c'est pas moi qui l'ai écrit, qu'il ne toucherait pas de salaire. C'est du jamais vu dans l'Afrique. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Mais est-ce que vous voyez en cette déclaration quelque chose qui pousse à pouvoir dire on doit mettre la question de l'argent ou de ce que je dois toucher, mais pour permettre de pouvoir construire? Et c'est vous, docteur, qui avez utilisé cette expression de reconstruire. Quelle est votre appréciation sur ce point de figure
où le chef de la République aujourd'hui de transition a dit « je ne touche pas de salaire, je suis là pour faire un travail ». Et aujourd'hui, l'armée a pris ses responsabilités. Je profite de cette opportunité pour saluer la pertinence de l'engagement patriotique de ces corps habillés. Mais nous savons très bien que les corps habillés ont été maltraités. Nous savons très bien que la corruption est tellement profonde et ancrée dans notre nation. Comment est-ce qu'on peut arriver à changer une telle mentalité en un laps de temps pour pouvoir reconstruire? Je pose la question à docteur et je reviens après à monsieur Jean Donga, le président. Il y a beaucoup d'aspects de cette transition qui peuvent être considérés comme des éléments de diversion. Parce que vous avez dit, nous sommes à bientôt 2 mois du processus. L'objectif, c'est la restauration des institutions. C'est ce qui a été martelé. La question est de savoir quelle est la méthode que nous utilisons pour arriver à la restauration de ces institutions. Et donc, nous n'avons pas encore de réponse à cette question. Il y a une charte qui donne 8 missions à la transition. Et la mise en œuvre de cette charte devait être accompagnée d'un plan d'exécution, ou du moins d'une politique d'exécution de la charte, qui dise aux Gabonais, à la fin de la transition, voici ce que sera notre pays, et pour atteindre cet objectif, voici ce qu'il faut faire. Ça, nous n'avons pas une idée sur l'avenir. Quel est le Gabon post-transition? Voilà une question fondamentale. La deuxième chose, on nous a annoncé qu'il y a une feuille de route qui a été donnée au gouvernement. Cette feuille de route n'a jamais été rendue publique alors qu'on est dans un processus de gouvernance transparente qui doit rassurer les uns et les autres sur le fait que la transition respecte les missions qu'elle s'est assignée ou pas. Alors, si vous voulez que je me prononce sur une annonce faite par le président de la République en disant qu'il préfère renoncer à son traitement de président de la transition plutôt, pour ne considérer que son salaire de commandant en chef de la GR, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. S'il a choisi de renoncer à ce privilège, cela va de son éthique et j'applaudis, mais tout le monde ne peut pas se le permettre parce que tout le monde n'a pas le salaire de commandant en chef de la GR à pouvoir, comment dirais-je, trouver l'équilibre. Donc le problème n'est pas là. Et je le dis tel que je le pense, ça c'est de la diversion dans un processus qu'on veut rationnel, où le comité de la transition pour la restauration des institutions veut nous amener. Là est le vrai problème. Nous n'avons aucune vision de cela. Et donc, à partir de cet instant, nous nous réservons le droit d'être sceptiques et de considérer que toute déclaration qui va dans le sens de ce que nous n'attendons pas, ce qui n'est pas prioritaire pour nous, peut être considéré comme une diversion. Quel est le cap que se fixe la transition? Quels sont les délais qu'elle se fixe pour réaliser tel ou tel objectif? J'ai vu le document qui a été rendu public parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est des questions fondamentales pour qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel. J'ai vu la feuille de route qui a été publiée par le Premier ministre comme étant la feuille de route de la transition. Mes chers amis, elle n'est même pas alignée aux 8 missions. On peut s'attendre au mieux de cette feuille de route uniquement de la révision de la Constitution, de la révision du Code électoral. Point barre. Le reste est complètement laissé sous silence. Et deuxièmement, la méthode. On a dit qu'elle est participative. Mes chers amis, mon cher frère, mon cher compatriote, la méthode a été de dire qu'on confie aux populations le soin d'élaborer le diagnostic.
de ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite de proposer des solutions. Je suis désolé, ce ne sont pas les populations qui ont fait un coup d'État. Ce ne sont pas les populations qui ont introduit la transition. Quand on est leader, on sait où on va. On sait où on veut amener le peuple. Je n'ai rien contre l'approche participative, mais elle ne permet pas d'avoir un diagnostic axé sur la restauration. Parce que, regardez une chose, est-ce qu'on peut me demander à moi d'adresser les problèmes qui se trouvent dans le secteur pétrolier alors que je suis étranger au secteur pétrolier? Il aurait fallu que ceux qui comprennent ce qui se passe soient ceux qui élaborent le diagnostic pour ne pas aller dans les solutions légères. Donc là, la méthode ne nous permet pas aujourd'hui, pour moi, à partir de cet instant, d'avoir complètement confiance que nous allons atteindre les objectifs que c'est assigné la transition. Et le dire ici de cette manière n'est pas une critique, mais une interpellation pendant qu'il est encore temps. Et je peux me le permettre, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'être consultant international et de travailler dans des contextes de crise et de reconstruction post-conflit des pays. Ce que nous avons appliqué dans d'autres pays qui a produit des résultats, le Gabon ne doit pas passer à côté de cela. Et voilà le problème qu'il faut adresser. Le président est très volontariste. Nous apprécions son volontarisme. Nous apprécions son esprit d'ouverture. Nous apprécions sa capacité à faire fonctionner plusieurs personnes d'origine différente. Déjà même le miracle, c'est la coopération civilo-militaire dans la gouvernance politique d'un État. Il faut lui tirer chapeau, mais il faut aussi considérer que quand il y a les défaillances, signaler qu'il faut les corriger rapidement. J'ai vu que nous sommes en train de nous battre pour être réinsérés dans la communauté. Le tour que le président vient d'effectuer à travers l'Afrique, c'est avec un discours phare, réintégrer le Gabon au sein de la CEAC, au sein de l'Union africaine, etc. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que le président a donné à ses interlocuteurs comme guide de son action si nous n'avons pas. Donc, voilà les fondamentaux qu'il faut poser. Moi, étant un ancien des systèmes internationaux, je sais de quoi je parle. On va avoir une bonne réponse diplomatique pour oui, oui, on vous a compris, mais quels sont les critères d'appréciation de votre présence? Qu'est-ce qui vous permet de justifier que vous devez rester 2 ans au lieu d'1 an, au lieu de 6 mois? Quelle est la planification que vous avez faite de la restauration? Tout remettre entre les mains du peuple peut entraîner à des situations de non-productivité parce qu'il faut partir d'un socle de réflexion qui est élaboré par les connaisseurs que l'on soumet à l'approbation du peuple et non l'inverse. Parce que là, nous allons tourner en rond et nous allons traîner en longueur dans ce processus de transition qui peut engendrer de la lassitude qui va amener les gens à descendre dans les rues et à réclamer ce qu'ils ne devraient pas réclamer. Pour revenir à votre question, je ne peux pas applaudir que le chef de la transition ait renoncé à son traitement de président quand je sais qu'à côté, il peut très bien vivre avec son salaire de commandant en chef. Ce n'est pas là où nous l'attendons. Là où nous attendons, c'est de fixer le cap de la transition et de nous fixer des indicateurs de résultats périodiques pour que nous sachions que oui, nous sommes dans un processus rationnel. Message transmis et enregistré sur la toile pour les responsables de nouveau Gabon de transition. Je prie que les conseillers aient saisi le message du docteur parce que l'avantage de nos rencontres, c'est justement d'apporter des solutions et de permettre à ceux qu'un spécialiste dans son couloir propose sur la table des solutions de manière stratégique, pour permettre à ceux que nous fassions des pas en assurance et réels. Je ne peux empêcher à Monsieur le Président Jean Donga de pouvoir donner son appréciation sur cette question. Ok, merci. Je suis d'avis avec Jean Delors. C'est effectivement ça, c'est-à-dire que il faut que nous soyons méthodiques.
Nous avons par exemple des gens qui ont des problèmes d'eau dans les quartiers. Le spécialiste, celui de la SCG, sait comment amener l'eau chez le citoyen. Mais si on va demander au citoyen qu'est-ce que vous voulez pour que l'eau arrive chez vous, bon, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il ne dira pas grand-chose. Vous voyez un peu. Donc, pour aller vite et pour plus d'efficacité, adressons-nous aux spécialistes. Et nous en avons dans notre pays. Nous avons la preuve, celui qui est avec nous, qui est Jean Delors, qui a participé, qui a été dans... Voilà, donc il a quand même de la matière qui peut apporter. Je voudrais même qu'on mette en contribution, par exemple, nos chercheurs à l'université. Mettons-les en mouvement pour qu'ils apportent. Hein. Ce sont des chercheurs. Ils ont plusieurs cas de figure. Comment sortir le pays de tel ou tel système, de telle ou telle crise. Mettons-le à contribution et comme ça, on ira très vite. Bon, et puis quand on a fini de faire ce travail, on ramène vers le peuple. Bon, voici ce que nous avons prévu pour vous. Quand on dit, par exemple, on va demander aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez, que les jeunes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Bon, moi, je trouve que c'est... Non, mais c'est pas bon comme ça, c'est pas bon. My God, de se perdre après. Je suis heureux de vous avoir dans cette émission pour pouvoir partager le fond de votre pensée, votre regard, vos appréciations, mais particulièrement les stratégies qui sont données ce soir. Nous avons besoin de stratèges. Nous avons besoin des spécialistes. Nous avons besoin des personnes qui savent faire leur travail. Et nous n'avons plus le temps de pouvoir biaiser. Nous n'avons plus le temps de pouvoir faire la politique pour la politique. Nous devons reconstruire la nation. Est-ce que, messieurs, j'ai envie de vous poser la question, parce que vous êtes ancien candidat de la présidence, aux élections présidentielles, vous avez votre carte à jouer. Et je vous pose la question, quand vous avez été reçu, et j'espère que vous avez été reçu à la présidence, j'espère que vous avez été serré la main du nouveau chef de l'État, et j'espère que vous retournerez serrer sa main parce que je crois qu'il va entendre ce qui est dit ce soir. Et je prie que vous ayez la possibilité de pouvoir chuchoter à ses oreilles ou rencontrer son staff pour pouvoir donner davantage des tips, comme on dit, pour pouvoir permettre de mettre en œuvre ce qui est dit. Aujourd'hui, on n'a pas de regard sur l'université gabonaise. Excusez-moi, on n'a pas de regard sur la masse de la population jeune, estudiantine, des personnes qualifiées dans cette université. On fait des tours à l'extérieur, on fait des tours un petit peu à l'intérieur, mais on oublie de regarder là où on peut chercher des stratégies de manière pratique. J'ai envie de poser la question à vous, aux deux personnalités ce soir. Quand vous regardez aujourd'hui l'université, parce que le président a dit qu'il était lui aussi le résultat de ces universités. Quand on remet 7 milliards au chef du gouvernement, on voit que c'est un petit peu précipité. Mais de manière stratégique, comment est-ce qu'on peut dire que les personnes qui sont à l'université, les personnes qui viennent d'avoir le bac, les personnes qui sont diplômées, sont encore, ça fait 5 ans, 10 ans qu'elles attendent d'avoir un travail. De manière concrète, nous tirons sur la fin de notre rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de manière pratique pour pouvoir désamorcer tout ce qui est aujourd'hui incompréhension dans notre nation, au-delà des infrastructures, au-delà de ce qui est mis en œuvre? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut sécuriser un Gabonais lambda dans la cherté de la vie? On a vu le chef de l'État sortir de la présidence pour aller toucher un compteur d'eau. Est-ce que le président a besoin de sortir de la République pour pouvoir aller toucher un compteur d'eau? Or qu'on a effectivement des techniciens qui sont à même de pouvoir résoudre les problèmes. Je vous pose la question. Regardez par exemple, je fais cet exercice, regardez aujourd'hui la masse de la jeunesse qui est à l'université Omar Bongo. Vous pensez que ceux qui y sont en formateur, ceux qui y sont apprenants, n'ont pas la capacité de pouvoir résoudre les problèmes de notre nation, au-delà d'avoir des spécialistes pour pouvoir créer des usines, par exemple? Je vous laisse la réponse.
Alors, je vais prendre rapidement la parole, je laisserai, parce qu'il est quand même à l'université, donc il connaît mieux le problème de l'université par rapport à moi. Alors, moi, dans mon projet de société, pour résoudre le problème d'emploi, euh, vous savez, demander à quelqu'un qui, chaque jour, cherche un billet de 1000 francs pour pouvoir manger, demander à cette personne d'attendre parce qu'on doit faire l'étude de telle zone, parce qu'on va construire telle ou telle infrastructure. Bon, c'est souvent difficile. Et moi, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, en entendant que ces genres d'études s'effectuent, il serait peut-être possible de créer un fonds moi je peux appeler ça de chômage pendant qu'on traite, c'est à courte durée, hein, pas vraiment, non, mais à courte durée, de 6, 7, 8 mois, 1 an. Mais ces personnes à qui on donne cette petite subvention sont en formation pour pouvoir travailler quelque part ou créer de l'emploi. Bref. Donc, c'est une manière rapide pour répondre aux urgences des compatriotes. Parce que vraiment, la masse, elle est vraiment là. Et vous n'allez pas faire attendre des personnes pendant des années parce que les études, quand même, ça prend du temps. Et il a bien souligné, il y a des infrastructures à développer, à construire. Bon, ça demande une certaine technicité, d'études à faire, évaluer avant de pouvoir lancer le projet. Mais pendant ce temps, vous avez des personnes qui sont dans le besoin tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Je suis un politique, moi j'ai fait le tour, et vous avez cette demande. Vous avez cette demande. Vous avez même peur de donner à quelqu'un de l'argent parce que dès que vous donnez à une personne, vous faites appel à tout le monde. Et comme vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes, bon, vous êtes parfois obligé de trouver une stratégie. Moi, quand j'allais dans un endroit, au lieu de donner à un individu, j'ai demandé aux gens de se mettre à 5, à 6, à 10 autour d'un projet. Et puis, je pouvais apporter une petite enveloppe à ces personnes. Et j'arrivais à résoudre avec cette petite enveloppe la situation de 10 personnes. Donc, c'est cette stratégie que je trouvais pour pouvoir répondre un peu aux besoins de gens. Mais je pense vraiment que si nous revenons dans la gouvernance avec des normes, mais M. Jean Delors en sait quelque chose, il a fonctionné, il sait que partout il est passé, les autres fonctionnent avec des normes. Et ce sont ces normes-là qui permettent aux autres de réussir. Et il a si bien dit, tout à l'heure, quand on parlait du salaire du chef de l'État, mais on peut laisser le chef de l'État avec son salaire de président. Si c'est bien consigné, si c'est bien respecté, il vit avec et faire les choses dans les normes. Et il n'y aura pas de souci. Moi, je pense. C'est aussi simple que ça, parce que parfois on nous distrait dans des choses qui nous embrouillent un peu, on ne se retrouve plus. Voilà. Je préfère être pragmatique, clair, c'est un peu comme ça. Donc, je passe la parole à mon frère pour qu'il apporte sa contribution. Merci. Merci vraiment pour l'approche que tu as choisie, vraiment qui est pragmatique et accélératrice de transformation sociale à travers cette idée de lutter contre la fragilité par les projets intégrateurs et des projets, j'ai même envie de dire communautaires, qui font en sorte que les retombées profitent à un grand nombre. Vraiment, merci beaucoup. Je vais aborder la dimension, puisque lui, il a abordé cette dimension qui est très importante, la dimension universitaire, puisque un pan de la question portait sur l'état des universités et la capacité de notre pays à utiliser les ressources issues de ces universités au service du développement. Oui, il faut d'abord que l'université soit au service du développement dans notre pays. Les milieux du savoir et de la formation professionnelle sont les parents pauvres des préoccupations nationales. La preuve, l'université n'a même pas, nos centres de recherche n'ont pas de laboratoire et nos universités n'ont pas d'amphi digne de ce nom. Ça veut dire que vous alliez à Masuku, à l'UOB, à l'ENS et partout, c'est pareil. Donc, mettre l'université au service du développement et de la performance de nos entreprises et de nos administrations va permettre que nous sachions
exactement le vivier d'expertise que nous avons à travers les ponts qui se matérialisent par les stages permanents des étudiants dans les administrations, que ce soit des stages systématiques au cours desquels on leur confie des missions bien déterminées qui leur permettent de faire savoir ce qu'ils savent faire et ensuite de se positionner dans une perspective d'insertion sociale là où ils auraient passé le stage pendant 5-10 ans de leur apprentissage. Là, ils ne sont pas étrangers au milieu professionnel. Et lorsque vous allez maintenant dans le privé, on exige à ces pauvres de justifier d'une expérience professionnelle de 5, 6, 7 ans, quand c'est au minimum 3 ans. À quel moment aurait-il cumuler cette expérience puisqu'ils sont à l'université? Et cela continue à justifier le fait que les entreprises n'embauchent pas et accroît le chômage. Et du coup, l'étudiant se retrouve dévalorisé parce qu'il a l'impression que tout ce qu'il a appris ne sert à rien. Donc, il faut établir des ponts entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. Et chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, comme le ministère de la Formation professionnelle, doit pouvoir s'asseoir avec le patronat pour décliner les profils dont l'économie et l'administration aura besoin pour les 10 années à venir, pour orienter les choix des curricula dans les universités, pour pouvoir créer le processus d'apprentissage sûr, pour véritablement faire en sorte que l'université soit au service de développement et redonner un sens à l'éducation dans notre pays. Mais ça, nous ne pouvons pas attendre cela de la transition. Ce que nous pouvons attendre de la transition, c'est d'élaborer des fondamentaux, de revoir, s'il existe, moi je ne pense pas qu'elle existe, la politique générale de la formation supérieure au Gabon. Il faut qu'on puisse l'élaborer et décliner les axes d'articulation de cette politique qui fera en sorte que tout gouvernement qui vient s'aligne à cette politique dans son projet de société ou sa déclaration de politique générale, de manière à ce que nous ayons une cohérence dans notre vision de développement de notre pays. Si ça a marché en Chine, si ça a marché en France, et pas plus loin, en Corée du Sud, qui représentait encore les mêmes caractéristiques que nous il y a encore quelques années, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Donc, sortir l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, de statut de parents pauvres des politiques publiques à un niveau qui leur permet de jouer leur rôle stratégique parce que l'éducation est à la base, l'éducation, la formation, le développement des compétences est la base, sont la base, excusez-moi, du développement de toute nation. Dévitaliser la nation des matières grises, elle se meurt. Voilà pourquoi les pays développés ont mis en place des politiques, par exemple, d'immigration choisie. Immigration choisie, c'est-à-dire nous n'accueillons que des compétences dont nous avons besoin parce que nous avons besoin de développer nos pays et qui détectent les meilleurs talents issus de tous les pays, ils leur donnent la nationalité parce qu'ils savent la valeur de la matière grise. Et un économiste disait, il n'y a point de richesse que d'hommes. Et donc, cette politique de valorisation de ressources humaines dans notre pays n'est pas suffisamment développée. Et ça, comme je le disais, ce que la transition peut faire, c'est poser les fondamentaux. C'est pour cela que je dis que le diagnostic, la méthode choisie par le gouvernement, de dire de laisser les populations faire le diagnostic, ça ne marche pas. Nous avons de vrais problèmes qui doivent mettre le Gabon sur les rails du développement pour les 50 années à venir. Et c'est d'ailleurs, souvent ça a toujours été évoqué par les discours des dirigeants de la transition, que nous voulons mettre le pays sur les rails pour les 50 années à venir. Et ce n'est pas de l'amusement. Et ce n'est pas un diagnostic qui doit se faire de manière hasardeuse. Elle doit être articulée autour des ponts de convergence pour créer les conditions d'un développement durable et performant de notre pays et partant de là de l'Afrique. La question consiste à toujours se poser, à savoir plutôt, quelle est la place du Gabon dans le système international? Quand on se dit, bon, le système international est loin. Quelle est la place du
Gabon au sein de la CEMAC? Quelle est la place du Gabon au sein de la CEAC? Est-ce que c'est normal que le Rwanda, qui est un pays qui est sorti du génocide, nous devance à plusieurs décennies de rattrapage, alors que nous avions de l'avance sur le Rwanda dans les années 90? Est-ce que c'est normal que dans certains secteurs, nous ayons les mêmes caractéristiques que la République centrafricaine, qui est un pays en difficulté? Est-ce que c'est normal que la Guinée équatoriale nous ait largués en matière d'infrastructure, alors qu'il n'a que 15 ans de prospérité économique issue de la rente pétrolière? Donc, ce sont des questions que nous devons nous poser et qui doivent nous mettre. Et ça, ce n'est pas quelqu'un du quartier qui va réfléchir sur ça. God. Ça, ce n'est pas quelqu'un du village qui va réfléchir sur ça. Et donc, si nous voulons bâtir une nation forte, il faut que nous créions de la méthode, comme disait mon collègue et mon frère, parce qu'on s'est retrouvé à un cadre restreint en tant que candidat pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et c'est vraiment ça ce dont il s'agit. Encore une fois, nous sommes là pas pour jeter la pierre à quiconque. Nous ne sommes pas au gouvernement. Les instances que nous avons pour faire nos propositions, c'est ce que vous nous offrez là. Après ça, nous allons retourner dormir, travailler dans nos bureaux, etc. Donc, que les uns et les autres considèrent nos interventions de ce soir comme étant des contributions des citoyens qui veulent que ça marche et non comme des adversaires à ce qui se fait. Parce que là, le président de la transition a dit il est à l'écoute de tout le monde et il attend des propositions et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir sans langue de bois parce que le Gabon doit fonctionner avec la contribution de toutes les forces. Messieurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêtés à cet exercice. Je voudrais, à ce terme de notre rencontre, vous laisser à chacun un mot de fin en quelques minutes pour que justement le leadership de cette transition, les personnes qui ont été nommées, la rencontre, le thème de notre rencontre, c'était mot à dire, nommer pour servir. Et à travers ce titre, à travers ce terme, je voudrais vous donner la possibilité, en quelques mots, de pouvoir peut-être parler au leadership, donc de la transition, parler aux populations et parler aux électeurs qui ont fait confiance au scrutin de notre démocratie. Je vous laisse la parole et j'en profite pour laisser la parole à notre aîné et le président Jean Donga. Ok. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour pouvoir nous exprimer. Et comme l'a dit Jean Delors, nous ne sommes pas là pour jeter des pierres, mais c'est pour apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Et j'ai dit qu'il y a encore de l'espoir. On peut redresser notre pays, on peut la reconstruire. On peut le reconstruire, je veux dire pour moi. Donc, ce que nous devons faire, c'est de bien faire. Et comme il a si bien dit, quand je parlais des universitaires, moi je suis en politique, mais je me suis attaché à un universitaire qui me donne, me montre comment il faut faire en politique. Ouais. Donc, on a des compétences qui sont là, qu'on n'utilise pas du tout. Et on est là en train de tourner en rond, cherchant des solutions, alors que nous avons des personnes, des ressources qui peuvent pas nous aider. Donc, c'est encore possible de reconstruire notre nation. Acceptons de le faire selon les normes. J'insiste sur les normes parce que c'est ça. On n'a pas inventé la roue. Il y a des normes qui sont là. Il faut tout simplement les respecter et nous allons sortir de là. Et je crois que quand il parlait tout à l'heure du Rwanda, il parlait de la Guinée équatoriale, mais c'est parce qu'ils sont revenus aux normes. Ils ont tout simplement appliqué les normes et ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi on ne peut pas le faire? On peut le faire. Donc, j'exhorte les autorités actuelles vraiment d'aller de l'avant, de prendre leurs responsabilités
de faire en sorte que nous partons du bon pied cette fois-ci. J'entends souvent les gens dire que bon, on va pas leur tout de suite dire que c'est pas bien ce qu'ils ont eu à faire, ils n'ont qu'un mois, 2 mois. Non, ne permettons pas ça. Ça, si on commence encore à dire cela, on va faire fausse route. My God. Si on dit que 2 plus 2 c'est égal 4, il faut qu'on trouve 4. Si quelqu'un vient dire que 2 plus 2 égale 5, on dit c'est pas 5, c'est 4. Reprends tes calculs pour que nous ayons 4. Et c'est comme ça qu'il faut aller. Et si nous avons cette discipline, je crois que dans les années à venir, je crois qu'on parlera du Gabon dans le bon sens. Donc, c'est encore possible de reconstruire notre nation pour que la nation soit sauvée, pour que la nation soit une nation heureuse et une nation modèle. C'est possible. Voilà mon mot de fin. Merci. Docteur? Je n'ai plus grand-chose à dire. Mon homonyme Jean et collègue candidat a parlé avec beaucoup de sagesse et j'ai simplement à dire que nous sommes là pour accompagner notre pays et nous sommes disposés à jouer n'importe quel rôle qu'on voudra bien nous donner dans cette transition pour que les choses aillent bien et vous remercier pour votre travail que vous abattez en créant ces espaces de dialogue qui permettent justement aux uns et aux autres de proposer des idées qui peuvent aider notre pays à avancer. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir associés à cette réflexion et nous espérons que nous aurons d'autres occasions de pouvoir débattre, de pouvoir réfléchir à haute voix sur toutes ces questions, que ce soit pour la transition, que ce soit pour l'amélioration de la situation de notre pays dans le système international qui doit quand même nous préoccuper. Parce qu'une nation qui ne joue pas un rôle d'influence est appelée à être piétinée en permanence par les autres et est toujours dirigée d'ailleurs. Il faut que nous puissions nous affirmer dans le concert des nations pour pouvoir permettre que nos enfants trouvent encore un pays. Merci beaucoup. Merci à vous. On se voit au prochain numéro sur le mot à dire, nommé pour servir. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il vous plaît, partagez et permettez à plus d'un pour pouvoir entendre les propositions et les paroles qui ont été données. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bonsoir, messieurs. Merci.